Au Nigeria, les cas d'enlèvement d'élèves deviennent récurrents. Ce lundi, 140 lycéens ont été kidnappés alors qu'ils dormaient dans leur pensionnat situé dans l'état de Kaduna. En République démocratique du Congo, le décompte des morts se poursuit. Au moins 14 civils ont été tués dans le nord-est du pays. Les victimes ont été enregistrées dans des combats entre soldats et miliciens. Et puis l'ONG Reporters sans frontières a dévoilé l'édition 2021 de sa galerie des prédateurs de la liberté de la presse. La liste désigne pour la première fois un dirigeant de l'UE, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Nigeria, la scène s'est amplifiée depuis le mois de décembre dernier. Des hommes armés ont envahi un pensionnat de l'État de Kaduna et kidnappé 140 lycéens, vraisemblablement pour les échanger contre eux une rançon. C'est la dernière attaque de ce genre qu'ils frappent depuis plusieurs mois. Détail. Au total, 165 lycéens dormaient dans le pensionnat du lycée Bethel Secondary School, dans la localité de Chikun, dans la nuit du lundi à mardi, lorsque des hommes armés ont escaladé le grillage pour pénétrer dans l'école, a rapporté à l'AFP Emmanuel Paul, un professeur. Ils ont emmené avec eux 140 élèves, mais 25 ont réussi à s'échapper, a-t-il indiqué, soulignant que tout indique que les assaillants sont arrivés à pied. Il s'agit de la troisième attaque importante commise à Kaduna ces 3 derniers jours. Dimanche, au moins 8 employés d'un hôpital de cet État ont été kidnappés, selon la police. Des sources locales affirment de leur côté que 15 personnes ont été enlevées, dont 2 infirmiers et leurs 2 bébés. 7 personnes ont également été tuées dimanche soir dans des attaques sporadiques dans des localités voisines, a indiqué Samuel Aroua, chargé de la sécurité au sein du gouvernement de Kaduna. Des groupes criminels, communément appelés bandits par les autorités, terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. Ils opèrent à partir de camps situés dans la forêt de Rougou qui s'étend sur les États nigérians de Zamfara, Katsina, Kaduna et du Niger. Récemment, ces groupes criminels se sont lancés dans des attaques visant des écoles et des universités, pratiquant des enlèvements de masse d'élèves contre rançon. Le gouverneur de l'État de Kaduna, Nazir Ahmad Al-Rufai, contrairement à certains de ses homologues des États voisins, refuse catégoriquement de négocier avec ces groupes armés et de payer des rançons. En République démocratique du Congo, la terreur continue. Au moins 14 civils ont été tués dans des combats entre soldats et puis miliciens dans le nord-est du pays. 8 autres personnes ont été léchées par la population. C'est ce que l'on a donc appris auprès d'experts et de l'armée. Au moins 14 civils ont été tués vendredi par les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco-URDPC, dans 3 localités du territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, selon le baromètre sécuritaire du Kivu KST, un groupe d'experts présents dans l'Est congolais. Désiré Malodra, un responsable de la société civile locale, a donné à l'AFP un bilan de 15 morts en 2 jours, vendredi et samedi, dans des combats entre l'armée congolaise et des miliciens de la Codeco dans cette zone de Djougou. Un peu plus au sud, dans le territoire d'Irumu, l'armée a par ailleurs annoncé la mort de 8 civils lynchés par la population, jeudi, à Komanda. Nous condamnons cette justice populaire qui risque de plonger la région dans un cycle de violence généralisée, a déclaré à l'AFP le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Les 8 victimes du lynchage étaient issues de la communauté Bayambwisha, des Hutus congolais aux lointaines origines rwandaises. Début juin, le gouvernement de Kinshasa avait accusé des membres de la communauté Bayambwisha de complicité avec les forces démocratiques alliées ADF après le massacre d'une 50aine de civils dans le territoire d'Irumu. L'armée a invité la population à ne plus se rendre justice elle-même, mais à dénoncer des complices des groupes armés afin que les forces de sécurité s'en occupent. La province aurifère de l'Ituri a renoué avec les violences depuis fin 2017 avec l'avènement de la milice Codeco qui prétend défendre les Lindous, une des communautés de l'Ituri. Quant aux ADF, ils sont des rebelles musulmans ougandais accusés d'une série de massacres dans la région voisine de Beni, province du Nord Kivu. Depuis quelques mois, ils ont mené plusieurs attaques meurtrières en Irumu, dans le sud de la province de l'Ituri.
L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a annoncé qu'il ne se constituera pas prisonnier en dépit de la condamnation à de la prison ferme par la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle. Le délai donc imposé par la justice pour se rendre aux autorités a expiré depuis dimanche. La justice avait donné 5 jours à l'ex-président sud-africain Jacob Zuma pour se rendre dans un commissariat et le pays attendait de voir si l'ancien président allait obéir de lui-même ou serait emmené au cours d'une arrestation spectaculaire par la police. C'est finalement en jouant à nouveau de ses 2 armes favorites, la ruse juridique et le soutien populaire, qu'il s'est acheté un sursis. La Cour a accepté samedi une demande du camp Zuma de revoir son jugement et une nouvelle audience a été fixée au 12 juillet. Techniquement, cette nouvelle audience ne suspend pas la condamnation, mais Jacob Zuma a estimé qu'ils ne peuvent pas accepter les papiers et attendre de lui qu'il se présente en prison. Pas besoin que j'aille en prison aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'engager le dialogue avec la Cour constitutionnelle. La démocratie constitutionnelle devrait signifier que personne, pas même les juges, n'est au-dessus de la loi, que la Constitution est une loi suprême du sol, où tout acte de conduite non conforme à la Constitution est nul et non avenu. M'envoyer en prison pendant le pic d'une pandémie à mon âge revient à me condamner à mort. La peine de mort a été jugée inconstitutionnelle en Afrique du Sud en 1995 au prix de mes propres sacrifices et de ceux de millions de Sud-Africains. Pour le politologue sud-africain Ralph Matega, ces derniers rebondissements sont un non-sens. C'est embarrassant pour le pays et ça se produit simplement à cause d'une menace d'instabilité politique. Si les autorités ne finissent pas par l'arrêter, l'Afrique du Sud sera considérée comme un État défaillant dans lequel l'État de droit ne s'applique pas. Avertit Ibrahim Fakir, un autre politologue. Et on reste toujours en Afrique du Sud, le pays qui poursuit donc sa deuxième phase du programme de vaccination, en commençant notamment à injecter les vaccins aux policiers à l'Orlando Stadium avec le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson. Le pays le plus touché par le coronavirus sur le continent a donc enregistré en fin de semaine écoulée un record de 24 000 nouvelles contaminations. Plus de 36 000 contaminations quotidiennes ont été recensées ces 7 derniers jours en Afrique, un nombre record sur le continent depuis le début de la pandémie. Avec 36 141 cas quotidiens en moyenne sur la semaine du 28 juin au 4 juillet, la flambée épidémique actuellement observée en Afrique a dépassé les 32 609 contaminations par jour, enregistrées entre le 5 et le 11 janvier dernier lors du précédent pic épidémique. Après être descendu sous les 8 000 cas quotidiens mi-mai, le nombre de nouvelles contaminations ne cesse de grimper sur le continent africain depuis 6 semaines. Il a encore augmenté de 23% entre le 28 juin et le 4 juillet par rapport à la semaine précédente. Parmi les pays ayant enregistré plus de 1000 contaminations quotidiennes, les principales hausses ont été observées au Zimbabwe, en Tunisie et en Afrique du Sud, où se concentre plus de la moitié des nouveaux cas détectés sur le continent. L'Afrique subit également une forte hausse du nombre de décès dus au Covid-19. 748 décès quotidiens ont été enregistrés ces 7 derniers jours en moyenne, en hausse de 43% sur une semaine. Mais ce nombre est inférieur à la semaine la plus meurtrière sur le continent, avec 906 décès par jour entre le 18 et le 24 janvier. En ce qui concerne la vaccination contre le Covid-19, le continent est celui où les campagnes sont les moins avancées. Seules 3,66 doses ont été administrées pour 100 habitants en Afrique, contre 100,26 aux États-Unis et au Canada, 68,3 en Europe, les 2 régions qui ont le plus vacciné, ou encore 23,99% en Océanie, avant-dernière région en la matière. L'ONG Reporters sans frontières a dévoilé ce lundi l'édition 2021 de sa galerie des prédateurs de la liberté de la presse. La liste désigne pour la première fois un dirigeant d'un pays de l'Union européenne, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Parmi les 37 chefs d'État ou de gouvernement figurent aussi sur le continent africain Paul Kagame du Rwanda et puis Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée équatoriale.
Les membres de la liste des prédateurs de la liberté de la presse, dont la précédente actualisation remonte à 2016, imposent une répression massive via la mise en place d'appareils de censure, de l'incarcération arbitraire de journalistes, d'incitation à la violence contre ces derniers quand ils n'ont pas directement ou indirectement poussés à leur assassinat, déclare Reporters sans frontières dans un communiqué. Près de la moitié, 17, y figurent pour la première fois aux côtés de vieux tyrans déjà qualifiés de prédateurs par RSF en 2001, à savoir le président syrien Bachar al-Assad, le guide suprême iranien Ali Khamenei, les présidents russes Vladimir Poutine et biélorusse Alexandre Loukachenko, ainsi que les présidents équato-guinéens Teodoro Obiangema Mbasogo, érythréen Isaias Afewerki et rwandais Paul Kagame. Outre Viktor Orban, qui, selon l'ONG, n'a eu de cesse depuis son retour au pouvoir en 2010 de s'attaquer avec efficacité au pluralisme et à l'indépendance des médias, on trouve parmi les nouveaux entrants le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, auteur d'une répression multiforme et barbare, illustrée par le terrible assassinat en 2018 de l'éditorialiste Jamal Khashoggi, mais aussi le président brésilien Jair Bolsonaro, dont la rhétorique guerrière et ordurière à l'encontre de la presse s'est décuplée depuis le début de la crise sanitaire, ajoute RSF. Autre nouveauté, l'apparition de 2 femmes dans la liste, dont la chef de l'exécutif hongkongais Carrie Lam. L'autre prédatrice, la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a quant à elle notamment fait passer en 2018 une loi sur la sécurité numérique qui a entraîné des poursuites contre plus de 70 journalistes et blogueurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.